Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager nos expériences sur les stratégies bas carbone et comment nous, en tant qu'acteurs de l'immobilier, nous pouvons construire un futur plus durable, des bâtiments avec des meilleures performances énergétiques et plus décarbonés. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous quelques chiffres pour mettre le contexte. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation énergétique globale en France. Donc ça fait tout de même une petite moitié de la consommation énergétique globale française. Et donc on comprend pourquoi le secteur du bâtiment est vraiment un secteur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais d'un autre côté, par rapport à ce poids très important que le bâtiment a dans les consommations énergétiques, en 2020, seulement 6% des bâtiments français étaient équipés d'un système technique de gestion du bâtiment qui permet d'optimiser les consommations énergétiques, entre autres. Donc on voit toute l'opportunité qu'on a aujourd'hui en tant que filière du bâtiment pour être plus efficace et lutter plus efficacement et avoir une performance énergétique plus efficace. Ces deux chiffres mis bout à bout, ça explique aussi qu'on estime à plus de 30% l'énergie gaspillée dans les bâtiments aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est pour ça que la réglementation, mais aussi les investisseurs et les occupants évoluent vraiment pour avoir des bâtiments plus décarbonés, meilleurs dans leur performance énergétique, pour vraiment construire un futur plus durable. Donc aujourd'hui, je me présente, je suis Nathalie Champeau, directrice marketing pour Schneider Electric France sur le périmètre du Smart Building. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux intervenants, Bertrand Géolaine, directeur maître d'ouvrage de la foncière tertiaire chez ICAD, et Luc de Crémou, directeur de site du siège Le Hive de Schneider Electric, qui vont partager avec nous les stratégies bas carbone et comment nous les mettons en œuvre. Tout d'abord, Luc, est-ce que tu peux nous expliquer comment Schneider Electric gère les enjeux de la décarbonation sur son parc immobilier ? Oui, merci Nathalie. D'abord, c'est important de peut-être de donner un peu de sens, parce que l'immeuble, il n'est pas là juste pour abriter le clos et le couvert, mais il est aussi là pour illustrer une stratégie d'entreprise. Et notre stratégie, certains d'entre vous le savent peut-être, elle est d'aller vers la neutralité carbone. Ça fait plus de 15 ans qu'on a pris des engagements forts sur ce sujet, et ça doit se retrouver dans l'immobilier. Alors, je ne vais pas vous refaire un cours sur la théorie du bilan carbone, mais globalement, retenez que Schneider s'est engagé à atteindre cette neutralité carbone sur l'ensemble de son scope, c'est-à-dire à la fois ses émissions propres, mais également ses émissions indirectes et celles de ses fournisseurs et clients, avec différentes échéances. Je vous le passe tout d'un coup jusqu'à 2050. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est l'immobilier, je parle peut-être un peu fort, mais qu'il y ait le bruit, ça me... c'est la partie du milieu, donc les scopes 1 et 2. Et l'idée, l'ambition, c'est d'atteindre cette neutralité carbone avec compensation à 2025 et sans compensation à 2030. Et vous allez voir que cette ambition, on souhaite la décliner sur l'ensemble de notre patrimoine immobilier, qu'il soit tertiaire ou industriel. Là, on va parler essentiellement du tertiaire aujourd'hui. Le graphique que vous avez, il est un peu compliqué. Je vais vous l'expliquer. Il illustre les consommations énergétiques de notre bâtiment, de notre siège, à Rueil-Malmaison, qui s'appelle le Hive, qui est le hall pour l'innovation et la vitrine de l'énergie. Donc vous avez en histogramme les consommations à la fois électriques et de gaz, en vert clair et vert foncé. Vous avez en rouge les investissements qui ont été mis dans la rénovation énergétique de ce bâtiment. Et vous avez en noir les émissions de gaz à effet de serre, donc les émissions de CO2, et donc notre empreinte carbone à l'échelle du bâtiment. Et sans aller dans le détail de tout ce graphique, ce que vous constatez, c'est que cette courbe d'empreinte carbone, elle diminue depuis début 2009. On a emménagé dans le bâtiment fin 2008. Donc elle a décru de façon assez continue, avec des accélérations fortes, notamment une en 2015, on voit qui était précédée d'une phase d'investissement importante, puisqu'on a déployé sur le siège de la géothermie sur nappe et du photovoltaïque en toiture. Les deux combinés, et en particulier la géothermie, ont permis de significativement maintenir nos consommations, déjà, les réduire après progressivement, mais on voit que la marge de progression est pas non plus ahurissante. En revanche, l'empreinte carbone, là, pour le coup, a baissé beaucoup. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que même si on avait pu, entre
notre entrée dans le bâtiment et 2021 divisé par 2 nos émissions, enfin plus que par 2 nos émissions et par 2 nos consommations, on arrivait quand même à une certaine limite. Or, l'ambition, je la rappelle, c'est la neutralité carbone à 2025 avec compensation et 2030 sans compensation. Et donc, c'est posé à nous la question de savoir si on pouvait rester sur ce bâtiment pour atteindre et toujours atteindre notre ambition. Et donc, ça passait par une nouvelle phase d'investissement qui revenait à remplacer nos chaudières gaz par des pompes à chaleur alimentées par de l'électricité. Et on voyait qu'effectivement, cette trajectoire qu'on voit sur la partie droite, la partie verte du graphique, nous aurait permis d'avoir cette réduction de l'empreinte carbone. C'est ça aussi, évidemment, qui nous a conduit à se poser la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et donc, on s'est mis, il y a maintenant 2 ans, juste avant le Covid, dans une réflexion de potentiel déménagement. Donc, on a défini un certain nombre de critères que vous voyez ici, associés chacun à des pondérations, enfin à une pondération. Et vous voyez que, bien sûr, le coût global de l'opération est un critère important, mais vous voyez dans sa pondération que ce n'était pas le plus important. Il était à égalité avec l'aspect savoir-faire de Schneider, l'aspect donc neutralité carbone, l'aspect exemplarité aussi dans la phase de construction. On raisonne pas simplement sur la phase d'exploitation, l'accessibilité en transport en commun qui compte également dans l'empreinte carbone, c'est dans le scope 2, scope 2 ou scope 3 suivant ce que l'on compte. Et le plus gros critère était la flexibilité des surfaces, donc la capacité à pouvoir adapter notre surface locative. L'application de ces notes d'abord à notre siège nous a permis de montrer qu'on n'atteignait que 41% de la note maximale. En revanche, quand on appliquait également ces notes à l'ensemble des projets qui nous étaient présentés à échéance 2025, c'est parce que c'est bien ça l'échéance en termes de temps, mais on voyait qu'on atteignait des résultats bien supérieurs, et donc notamment sur le bâtiment que l'on a retenu et sur lequel on a signé un contrat de bail le 23 juillet dernier, donc qui nous permettait d'atteindre, alors pas 100% du maximum de la note, mais 80%. Et c'était important aussi dans la communication qu'on a pu faire à nos résidents, à nos collaborateurs, se montrer que d'abord on ne quittait pas ce bâtiment qu'on apprécie et sur lequel on a beaucoup investi et beaucoup communiqué, on ne quittait pas de gaieté de cœur, mais que à la fois en termes de prix, de neutralité carbone et tout ce qui est cité à gauche, on était bien meilleur sur ce futur bâtiment. Et donc, pardon. Un peu trop. Et donc, c'est pour ça que, je le disais, le 23 juillet dernier, nous avons signé ce bail qui porte sur la moitié du bâtiment que vous avez sous les yeux, qui va être, pour ceux qui connaissent le quartier des Terrasses, qui va être construit, avec aujourd'hui un bâtiment qui est en cours de démolition. Donc, c'est un programme ICAD, et donc de l'ordre de 30 000 m², dans lequel on va occuper donc, les 4 étages supérieurs et le rooftop. Et c'est un bâtiment donc, qui se situe face au siège, l'archipel, au siège de Vinci, et derrière les bâtiments Groupama et à proximité du siège de Technip et de la Paris La Défense Arena. Avec donc deux vues, la terrasse que je vous disais sur l'ouest et puis donc cette vue sur le boulevard des Bouvets. En fait, au fond de ce boulevard, vous avez la U Arena. Donc c'était important pour nous de présenter cette démarche-là. Encore une fois, c'est le pourquoi avant le comment. C'était d'expliquer quelle était la stratégie Schneider en matière d'ambition de groupe, comment elle se décline sur son programme immobilier et comment on l'applique de façon concrète sur nos projets et donc sur ce siège qui sera là encore une vitrine à la fois de notre savoir-faire mais vous l'avez compris de nos ambitions. Et c'est pour ça que sur ça, ce projet, on n'aurait pas pu le mener seul. Et c'est pour ça que je remercie Bertrand d'être avec nous et ICAD, puisque depuis maintenant plus d'1 an, on travaille, et je vais le dire main dans la main, sur la construction de ce programme, à la fois sur son mix énergétique, comme sur des aménagements, des espaces, les aspects de sécurité, etc., que vous pouvez imaginer dans une phase de conception d'un bâtiment. Et ça illustre cette adéquation, cette profonde intégration qu'on doit avoir entre le preneur et effectivement le constructeur et le futur propriétaire de l'ouvrage. Merci Luc, et merci encore à Schneider Electric de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, je suis ravi de partager ce moment d'échange avec vous sur nos ambitions bas carbone communes. Et c'est vraiment important pour nous d'échanger sur la stratégie bas carbone, car comme vous le voyez,
le sujet de la réduction carbone est vraiment inscrit dans notre ADN et inscrit dans notre raison d'être. Quelques mots déjà sur la stratégie bas carbone d'ICAD. Donc elle est axée sur 3 constats. Déjà un constat de l'enjeu mondial, je ne vais pas y revenir, vous le connaissez, tout le monde en a connaissance et y adhère. Et le constat également que le domaine de l'immobilier est aujourd'hui un fort contributeur de l'impact carbone de manière globale. En France, aujourd'hui, le secteur de l'immobilier représente à peu près 25% donc, de l'impact carbone sur l'ensemble du territoire. D'où l'intérêt et l'obligation que l'on a, nous, les acteurs de l'immobilier, à faire tout pour réduire cette empreinte carbone. Le troisième constat qu'on a fait, c'est qu'on avait autour de nous des parties prenantes, des collectivités, nos fournisseurs bien sûr, mais nos collaborateurs et nos clients qui étaient en attente d'être embarqués dans cette stratégie carbone. Alors on n'a pas attendu aujourd'hui pour réfléchir à comment on peut réduire notre impact carbone dans nos ensembles immobiliers. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ICAD réfléchit sur le sujet et met en œuvre des actions concrètes pour réduire sa trajectoire carbone, et ce sur nos 3 métiers. Alors juste pour rappeler, donc ICAD sont 3 métiers, donc la foncière tertiaire, la foncière santé et la promotion, donc promotion résiduelle, logement, mais également promotion tertiaire. Donc comme vous pouvez le voir, depuis 2015, donc c'est la période 2015-2021, on a déjà des très bons résultats en termes de réduction carbone, de par les actions que l'on a menées sur les 3 secteurs. Mais on a voulu en 2021 accélérer le processus et aller au-delà de ce qu'on a été capable de faire jusqu'en 2021. Alors on a initié en 2021 pour ce faire une démarche que l'on appelle nous Low Carbon by ICAD, donc qui est axée autour de 4 secteurs d'accélération. Premier secteur d'accélération qui est tout d'abord d'upgrader nos objectifs sur les 3 métiers, promotion foncière tertiaire et foncière santé. Également sur le corporate, l'impact que nous, collaborateurs, on a sur notre environnement au quotidien. Le deuxième secteur, c'est la mise en place d'un fonds climat de 2,5 millions d'euros qui nous permet aujourd'hui de financer des innovations dans la démarche bas carbone. Le troisième axe d'amélioration que l'on a mis en place en 2021, c'est la création d'une filiale Urbain des Bois, qui est une filiale qui est là pour construire en bois, en bas carbone, donc qui nous accompagne dans le développement de nos projets. Quatrième axe encore de développement, là on a parlé de la construction, donc l'impact carbone lors de la construction. Alors on sait malheureusement qu'aujourd'hui on a toujours un petit peu de résiduel d'impact carbone, et pour compenser ça, on a mis en place donc toute une politique de compensation carbone avec aujourd'hui à peu près 92 000 tonnes de CO2 qui sont aujourd'hui financées pour la période donc 2020 et 2025 et compenser l'impact carbone de nos développements. Alors pour répondre à la question qui était posée, comment ICAD accompagne ses locataires dans sa stratégie bas carbone, la réponse que nous on a apportée au sein de la foncière tertiaire, c'est le bail engagé climat. Donc c'est un contrat nouvelle génération qu'on a souhaité mettre en place, qui formalise, qui contractualise notre ambition commune avec des objectifs clairs, précis, chiffrés, et surtout, en fonction de ces objectifs, les obligations de chacun, le bailleur maître d'ouvrage, mais également le locataire. Voilà, donc c'est un contrat gagnant-gagnant et qui explique comment on va y arriver ensemble. Alors ça, c'est au niveau de l'engagement, mais on a également mis en place tout un process de discussion entre nous, parce que c'est bien de s'engager au début d'un bail, mais un bail c'est 6, 9, 12 ans, donc il faut aller au bout, il faut atteindre les objectifs. Et donc on a mis en place aussi un process de dialogue entre nous pour vérifier qu'au fur et à mesure de l'exploitation de l'immeuble, on arrive à atteindre ces objectifs. Donc c'est vraiment là une démarche pour minimiser et diminuer au maximum l'impact carbone, là pour le coup dans l'exploitation du bâtiment. Alors, je vais dire quelques mots de notre projet commun, Eden. Donc, Luc l'a très bien montré tout à l'heure et l'a situé, donc 30 000 m² situé à Nanterre. Alors, Eden, c'est un projet qui a été initié, les premières réflexions de développement datent de 2018, donc ça fait déjà 4 ans.
On a lancé un concours d'architectes en 2019. Le candidat qui est ressorti de ce concours d'architectes, c'est le cabinet Brenac et Gonzalez, qui nous accompagne depuis 2019 sur cette opération. Alors c'est une opération qui n'est pas aujourd'hui assujettie à l'ARE 2020, bien sûr, parce que le permis de construire a été déposé en 2021. Mais je voulais juste montrer là, aujourd'hui, que même s'il n'est pas assujetti à l'ARE 2020, il en a en tout cas toute l'ambition. Toute l'ambition avec des performances environnementales que l'on a développées en partenariat avec Schneider dans les discussions qu'on a eues, avec des ambitions fortes en termes de labels environnementaux, et notamment sur les sujets énergétiques et bas carbone. Donc avec le label BBCA et le label +C-, avec des niveaux de performance maximum qui sont le E3 et le C2. BREEAM, HQE, bien sûr, 2S, Osmose, LEED, et tout ça avec des niveaux de certification qui sont dans les meilleurs. Donc tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui un outil qui nous permet de dire qu'on est vraiment dans l'objectif et la démarche de l'ARE 2020. Quelques exemples de travail, mais Luc en a parlé tout à l'heure, que l'on a eu ensemble pour arriver à être le plus vertueux possible. Sur le sujet énergétique, on a développé un mix énergétique avec un raccordement sur le réseau de chauffage urbain, mais également la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'opération, et également une solution de géothermie souterraine. Voilà, tout ça devant arriver avec des consommations les plus réduites possibles. Et sur le volet bas carbone, bien que l'opération ait été initiée en 2018, au fur et à mesure du développement de l'opération, on a intégré dans l'opération de plus en plus de bois pour être le plus vertueux possible, et également du béton bas carbone quand c'était réalisable. En termes de conclusion, je voulais juste évoquer deux sujets. Premièrement, effectivement, ICAD est là pour accompagner ses clients et ses locataires dans leur démarche bas carbone et avoir un objectif commun ensemble de par le bail engagé climat, mais également embarquer les autres, ceux qui n'ont pas de stratégie, il y en a encore. Donc l'idée, c'est aussi de les convaincre. Donc ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, je pense qu'aujourd'hui, l'axe de développement de réduction bas carbone sur l'exploitation est un vrai sujet pour nous. Donc, parce qu'on travaille également sur la réduction du carbone sur la conception et réalisation d'immeubles, mais il y a également une grande part aujourd'hui qui n'est pas encore aboutie sur les réflexions sur l'usage, l'exploitation et comment dans le cadre de l'exploitation on peut réduire notre empreinte carbone. Et ça, on a besoin des locataires, on a besoin de communiquer, on a besoin d'échanger pour connaître leurs exigences, connaître leur utilisation de l'immeuble. L'occupation, ça va être un vrai sujet de demain, c'est de comprendre mieux l'utilisation et l'exploitation des immeubles pour optimiser justement le sujet énergétique et le sujet bas carbone. Et ça ne passe forcément que par des outils technologiques qui doivent être mis en place dans les bâtiments. Et je crois que Luc va en parler tout à l'heure. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux pour cet exemple de partenariat vertueux et de comment on accompagne les occupants vers le bas carbone et dans leur stratégie bas carbone. Pour terminer, je vous propose de faire un tour d'horizon des solutions que Schneider Electric met en œuvre aujourd'hui pour répondre aux enjeux bas carbone et à la réglementation RE 2020. Mais tout d'abord, je voudrais juste revenir sur les grands fondamentaux des bâtiments du futur, voire du présent, pour réussir à atteindre cette lutte contre le réchauffement climatique et les stratégies bas carbone. Donc les bâtiments, bien sûr, seront plus durables avec des sources d'énergie plus diverses et plus flexibles. Mais aussi, il nous semble important que le bâtiment du futur soit plus résilient pour anticiper et faire face à toutes les crises qui pourraient survenir au long de son cycle de vie et pouvoir reprendre ses opérations de la manière la plus optimisée possible. Plus efficace, bien sûr, pour optimiser les consommations énergétiques et les ressources utilisées. Mais tout ça, tout en restant plus et très humain et en conservant le confort des occupants, avoir des bâtiments plus sûrs et plus sains. Donc ça nous semble vraiment les 4 piliers fondamentaux des bâtiments du futur. Et pour arriver à ça, nous avons un certain nombre de solutions digitales à disposition déjà aujourd'hui, à la fois dans la partie résidentielle et logement collectif avec la gamme Wiser, mais là on va faire un focus sur la partie tertiaire. Et on va regarder vraiment le panorama de tout ce qui existe aujourd'hui pour répondre à la réglementation et aux stratégies bas carbone,
à commencer par la mesure bien sûr et le suivi des énergies, de tout type d'énergie, avec soit des capteurs comme PowerTag Energy, des tableaux électriques qui sont nativement connectés, qui peuvent envoyer des informations sur ces mesures comme Prism Asset Active, ou des logiciels de suivi de consommation comme Power Monitoring Expert. Donc vraiment toute une partie autour de ce suivi énergétique. Lié à ça, la visualisation aussi de tout ce qui est production d'énergie locale et stockage, voire production et achat des énergies. Tout un volet autour de la gestion technique du bâtiment, bien sûr, pour optimiser toute cette partie à la fois énergétique, des ressources et du confort, avec EcoStruxure Building Operation, qui permet de répondre sur cette gestion technique du bâtiment à quasiment tous les indicateurs de la RE 2020. Et enfin, cerise sur le gâteau, tout ce qui est autour de la e-mobilité, avec les bornes de recharge de véhicules électriques par exemple et leur gestion. Donc vraiment des solutions qui permettent de prendre en compte l'ensemble du bâtiment, de la partie électrique jusqu'au confort des occupants, et de gérer les ressources et l'énergétique de ce bâtiment de manière optimisée. Et toutes ces solutions digitales, elles sont mises en œuvre aujourd'hui dans un bâtiment réel qui existe, qui est Intensity à Grenoble, qui est un bâtiment de bureau de Schneider Electric. Et l'idée, c'était vraiment de dire que chez Schneider Electric, on ne vend pas seulement ces solutions, mais on les implémente dans nos bâtiments, que ce soit des usines ou les bâtiments tertiaires. Et aujourd'hui, donc Intensity, c'est un bâtiment qui a l'air très traditionnel au premier abord, mais qui vraiment combine tout un tas de ces solutions et de ces technologies de pointe et qui combine l'électrique et le digital. Je vais vous donner quelques chiffres. L'ambition, c'est de devenir le numéro 1 mondial sur la certification environnementale LEED, donc le numéro 1 en termes de bâtiments dans le monde, pas seulement en France. La cible de consommation aussi, tout usage confondu. Donc il y a des bureaux en tertiaire, mais aussi la restauration. Et on a 4 laboratoires, c'est 37 kWh par mètre carré et par an, ce qui est quand même 8 à 10 fois moins que la moyenne européenne de consommation des bâtiments. Donc vous voyez que l'écart, c'est pas juste 1 ou 2 fois moins, on est 8 à 10 fois moins, on consomme 8 à 10 fois moins que les bâtiments aujourd'hui. Tout ça grâce à des panneaux photovoltaïques sur les toitures, 2 éoliennes et un certain nombre de batteries. Et surtout, grâce au fait qu'on a implémenté une plateforme digitale globale qui récupère et analyse plus de 60 000 données toutes les 2 minutes et qui, grâce à l'analyse de ces données, peut agir en temps réel pour la surveillance de l'énergie, la consommation, l'optimisation, la sécurité, la gestion des espaces et bien sûr les services aux occupants. Donc c'est vraiment un bâtiment phare qui prouve que ce n'est pas seulement les bâtiments du futur, mais c'est aussi les bâtiments du présent et on sait faire des choses aujourd'hui qui permettent d'atteindre ces niveaux de consommation sans sacrifier le confort. Donc pour conclure, 3 points. Le premier, c'est qu'on a vu toutes ces stratégies bas carbone. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir vraiment tout au long du cycle de vie du bâtiment, dès la conception jusqu'à l'exploitation et la maintenance. Et ça, la stratégie BIM est vraiment quelque chose qui nous a servi, par exemple, sur Intensity et permet d'accompagner toutes ces phases de vie. Et surtout, cette alliance de l'électricité et du digital qui rend possible ces bâtiments plus durables, plus résilients, plus efficaces et plus humains pour avoir des bâtiments du futur qui nous permettent de consommer mieux et de consommer moins. Dernier point, je pense qu'on aura le temps de prendre très peu de questions au vu du timing, mais n'hésitez pas à nous retrouver au stand 53 si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On sera là pour y répondre. Et aussi, n'hésitez pas à télécharger le guide RE 2020 que Schneider Electric a sorti, qui reprend en fait tous les éléments qu'on vient de vous partager et va plus en détail. Donc n'hésitez pas à scanner ce magnifique QR code dès maintenant et à regarder ça. Et surtout, venez nous retrouver au stand numéro 53. Donc je pense qu'on a le temps de prendre 1 ou 2 questions, pas plus. Il est 15h. On a 5 minutes de questions. Il faut qu'on prenne ça. Est-ce que tu veux écouter les questions? Les 2.
qu'il y a une question. Oui. Oui, bonjour, moi j'avais une question sur les panneaux photovoltaïques. Là vous évoquiez des batteries. On entend souvent dire que le sujet stockage n'est pas forcément mûr. C'est quelque chose qui est mûr chez vous sur le fait de stocker de l'énergie? Alors ça c'est la première question. Et la deuxième, reliée au bas carbone, est-ce qu'il est préférable du coup de produire l'énergie et la revendre automatiquement alors aux fournisseurs si on ne l'autoconsomme pas, ou plutôt d'ajouter des batteries par rapport au sujet bas carbone? Les batteries posent quand même pas mal de questions. Donc sur la partie, panneaux photovoltaïques et stockage, donc on a une partie de stockage avec donc 300 kW de batterie, ce qui est quand même pas énorme au vu du bâtiment aujourd'hui sur Intensity par exemple. Par contre, on a aussi du stockage d'eau chaude. Donc on utilise par exemple les groupes froids qui permettent de refroidir tous les équipements électriques et informatiques. On utilise ça pour réchauffer l'eau et on stocke par contre de l'eau chaude qui nous fait toute l'eau chaude sanitaire quasiment. Donc on est en train de regarder la partie stockage à la fois électrique mais aussi eau chaude et bien sûr ensuite comment gérer dynamiquement tout ça. Et sur la deuxième réponse, je pense que ça dépend vraiment aussi du territoire. Nous, l'objectif, en particulier sur Intensity et plus globalement sur les bâtiments, c'est aussi de pouvoir développer tout ce qui est microgrid et de pouvoir gérer la partie effacement et au niveau d'un quartier, savoir gérer la consommation globale, pas seulement au niveau du bâtiment. Je pense que c'est vraiment ça, plus que le stockage pur au niveau d'un bâtiment qui va faire sur les bâtiments du futur. D'avoir une gestion et une réflexion au niveau de quartier et pas seulement d'un bâtiment. D'autant plus qu'un bâtiment qui va être neuf maintenant et qui va répondre à la RE 2020 va déjà être très efficace. Mais il sera peut-être dans un quartier où d'autres bâtiments le seront moins et on pourra vraiment gérer l'énergie comme cela. D'autres Oui, bonjour, merci. J'ai une question par rapport au CO2. Vous disiez que vous étiez à zéro d'émission de CO2 au niveau du dernier bâtiment, sauf qu'on voyait qu'il y avait des consommations, c'est que vous avez uniquement la production d'énergie renouvelable sur le bâtiment qui a été présenté au tout début par monsieur. Ouais, sinon je m'entends en même temps que je parle. Non, c'était en fait ce slide présentait ce que serait la projection si on restait dans ce bâtiment. Et donc, effectivement, il ne nous resterait plus que de la consommation d'énergie renouvelable, donc en photovoltaïque et en géothermie, et la partie pompe à chaleur et donc électricité. Et on achète une électricité qui est garantie verte. Donc ça a quand même ses limites, hein, ce raisonnement, parce que bon, l'énergie verte n'est pas complètement verte suivant ce qu'on compte en termes de cycle de production. Et donc c'est pour ça qu'on arrivait aux limites et c'est pour ça que toute cette partie verte du graphique qui était à droite, on va s'en abstraire puisqu'on va déménager donc en 2025 dans ce bâtiment Eden. Mais ça paraît une évidence, mais la meilleure énergie est quand même celle qu'on ne consomme pas. Après, notre conviction, c'est aussi, et ça c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé avec ICAD et ses bureaux d'études, c'est à notre sens, le bâtiment, il doit être producteur pour partie. Après, on n'est pas producteur et moi, je ne me vois pas comme revendeur d'énergie. Enfin, ce n'est pas mon métier. En revanche, il me paraît assez logique que le bâtiment soit capable de fournir une part importante. Et là, nous, ce qu'on vise avec la géothermie sur sonde, avec une trentaine de sondes et les 1600 m² de panneaux photovoltaïques, c'est qu'on tienne globalement 80% des besoins de chauffage et de climatisation. Le reste viendra du réseau Enertherm, le réseau de chaleur de la Défense. Et ça aussi, ça nous paraissait être un système assez vertueux parce que mutualisé entre différents utilisateurs, on retrouve un peu le sujet de ce qu'évoquait Nathalie sur l'aspect grid. On n'est pas sur de l'énergie pure, mais néanmoins, on sait qu'on a besoin de chaleur et de clim sur nos bâtiments. Alors, je pense qu'on ne peut pas prendre de questions supplémentaires. Par contre, en termes de timing, l'écouter là. Par contre, on peut l'écouter et puis surtout, je vous encourage à revenir. La question, c'est félicitations pour votre bâtiment. Je crois qu'il est pas mal en fait en avance. Est-ce que vous avez pu anticiper la manière de récupérer les calories sur le CS? Et est-ce que pour vous, c'est un gain potentiel pour encore atteindre des gains énergétiques?
Oui, donc merci, et j'en profite pour dire que vous pouvez le visiter, que ce soit physiquement ou même virtuellement, le bâtiment, donc je vous encourage à faire ces demandes si vous le souhaitez. Ce que je vous propose, c'est qu'on en discute juste derrière, parce que je pense que la conférence attend derrière, mais je vous remercie tous pour votre participation. Merci à vous. Merci aux intervenants.